Bienvenue dans Débat Foot Marseille, tout va bien, il fait presque beau à Marseille, l'OM est second du championnat, Haaland casse des cages et Jean-Charles Debono est de retour. Bonjour Jean-Charles. Salut, ça va Mourad? Ça va, très bien, très bien. Il fait meilleur ici qu'en Belgique, on va le dire. Largement oui. Un peu. Largement oui. Un peu, donc tout va bien. Et puis j'avais oublié, en plus dans les bonnes nouvelles, Florian Thauvin revient sur les terrains. On va en parler. On va parler aussi bien sûr de l'OM second de Ligue 1. On va parler de tout ça avec Saïdou. Salut Saïdou, ça va? Ça va et toi? Première sur le plateau, mais pas première sur Débat Foot, pas première sur Football Club de Marseille, parce qu'on te voit souvent à la fancam. On te voit aussi à l'aviation générale avec Titi à 3h du matin. Et oui, voilà. On est allé féliciter les joueurs, ils méritaient. Voilà, donc grand supporter de l'OM. Et à côté de toi, Nicolas Fiol, toujours là. Je suis pas à 3h du mat à prendre l'avion, mais j'ai mon fils qui me réveille à cette heure-là par contre. Ouais, et puis, non, ouais, c'était contre Lyon, où on était encore en train de travailler plus ou moins à cette heure-là. Voilà, donc tout va bien à l'OM, on va en parler. On va parler de la très bonne première bonne nouvelle. J'ai dit 2 fois bonne, mais c'est pas grave. Mais on l'attend depuis très très longtemps. C'est le retour de Florian Thauvin sur les terrains. C'est parti, c'est tout de suite. Alors on a vu hier des photos postées par l'Olympique de Marseille de Florian Thauvin qui est de retour, alors pas à l'entraînement collectif, Nico tu m'arrêtes si je me trompe, mais plutôt avec un préparateur en train de recourir en tout cas sur du gazon, sur des terrains. C'est une bonne nouvelle, même s'il va sans doute encore falloir attendre quelques semaines pour qu'il revienne à la compétition. On en avait un peu parlé ici, mais dans tous les cas, même sur les 2 derniers mois, même s'il revient que sur les 2 derniers mois, Jean-Charles, on est heureux. Enfin, c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. J'ai pas ce qu'envie de dire, c'est une grande nouvelle. C'est une grande. Mais on n'arrête pas avec. Je crois que j'ai déjà dit bonne nouvelle 20 fois là depuis le début. Non, mais c'est une grande nouvelle d'abord pour le joueur, parce que je pense que c'est important quand on est footeux de retrouver les pelouses, de fouler les pelouses, de retrouver ses partenaires, de toucher le ballon dans pas longtemps et de voir le bout du tunnel, pardon. Voilà, je pense que c'est un joueur qui va nous apporter tout ce qu'il nous a apporté pendant 2 saisons, c'est-à-dire sa qualité devant le but, son expérience, la dernière passe, et puis aussi amener un plus à ses partenaires quand on a tourné à côté, c'est quand même une référence. Donc voilà, moi je pense que l'essentiel est pas quasiment fait, mais une grosse partie de son retour est en marche. Et pour l'Olympique de Marseille et lui-même, c'est une grande nouvelle. Donc franchement, je serais content de le voir, même si ce n'est que moi, en pleine bourre, j'ai envie de dire, mais sur la fin du championnat, parce qu'on aura besoin de tout le monde, et notamment de cette recrue, parce que ça sera la recrue de cette fin de championnat, puisqu'il n'a pas participé quasiment à notre saison. Et puis bon, voilà, pour le mental, pour le joueur, pour l'effectif, pour tout le monde et pour le club, et les supporters aussi. Donc on te souhaite un grand retour et rapidement. Parce que Saïdou, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu des fois à sous-estimer Thauvin, parce que quand il est là, on dit oui, il est pas bon dans les grands matchs, etc. Mais un mec qui a marqué plus de 80 buts sous le maillot de l'OM, c'est pas rien, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il est un peu sous-estimé, Thauvin, en fait? Sous-estimé devant les médias, mais nous, en tant que supporters, il nous a toujours apporté ce qu'on attendait. On dit qu'il n'est pas là dans les grands matchs, il a marqué contre Paris. Non, franchement, Thauvin, il est sous-estimé au niveau des médias, mais pour nous, on sait ce qu'il peut apporter. Il a fait la passe contre Paris. Non, il a marqué contre Paris. Ah oui, non, c'est NG qui lui fait la passe. Oui, tu vois, je confondais avec NG qui fait la passe, t'as raison. Ouais, donc voilà, donc bonne nouvelle, Nico, on est d'accord, on est tous... Bonne nouvelle, on va attendre encore un peu. La bonne nouvelle, c'est de quand même le revoir sur les terrains. Effectivement, hier, l'OM a publié d'ailleurs sur ses comptes étrangers, en premier, le retour de Thauvin sur les pelouses. On voit le marketing aussi là-dessus. Et aujourd'hui, il y avait entraînement ouvert à la presse, et Thauvin n'était pas au début, et on l'a vu s'entraîner à part. Ouais, il y a un peu de com. Il y a de la com. Il y a de la com. Thauvin est de retour, il touche le ballon sur la pelouse du centre RLS, c'est quand même ultra positif. Après, on va attendre encore un peu. Je pense que il y a peut-être une petite chance qu'il participe, pas en tant que titulaire, mais qu'il participe au match face au PSG. Et vraisemblablement, ce sera plutôt en avril. Ouais, alors on va préciser qu'on enregistre cette émission avant la conférence de presse de Villas-Boas, qui va sans doute donner plus d'explications sur ce sujet, parce qu'il ne manquera pas d'être interrogé. En tout cas, attends, il y a un petit détail quand même, c'est le staff de Villas-Boas qui a repris la main sur le cas Thauvin. On l'a eu dans l'équipe là, cette semaine, il y a eu un peu d'embrouille avec le chirurgien et donc le kiné anglais qui était là pour faire bosser Thauvin. Qui est reparti en Angleterre. Qui est reparti en Angleterre, donc l'OM a repris la main, je pense qu'ils vont accélérer les choses.
Voilà, parce que même en partant du principe, qu'il a besoin d'une préparation, c'était ce que Hérault nous avait dit sur, celui qui a gagné des titres avec l'OM, hein, qui est sur ce plateau, il nous a dit qu'il va falloir qu'il refasse une préparation, etc. Donc même en partant du principe que là on est le 20 février, qu'il a besoin même d'1 mois et 10 jours, un peu moins pour se relancer. Attends, il a déjà commencé de préparation physique a priori. Voilà. Il court sur tapis, vélo, muscu. Voilà. Après tu as aussi une trêve internationale à la fin mars, etc. Donc en voyant très large, on peut se dire qu'il revient début avril pour un match à Brest et il restera 8 matchs. Alors quel impact il peut avoir en 8 matchs, Saïd ? Tu le vois faire quoi en 8 matchs ? En 8 matchs, il peut apporter toute sa technique, sa finesse, des passes D, ce qui nous manque sur le côté. Je vois Sakai en moins bien. C'est vrai, très important. On peut faire redescendre Sarr. Et même Sakai, il a besoin de Thauvin, même peut-être pour lui, pour retrouver la confiance. Non, Thauvin, pour moi, ça peut que être un plus à son niveau. Voilà, donc tu étais d'accord avec ça, Nico ? Ouais, je suis complètement d'accord, effectivement. On voit très bien que dans la composition, à chaque fois, de Villas-Boas, quand il a tout le monde, il y a toujours un poste où il y a un doute, c'est le poste d'ailier droit. Il a essayé Sarr qui a des qualités mais aussi des limites. Il a essayé Lopez, il a essayé Germain. Donc on voit très bien que ce poste-là, il est en attente de Thauvin. Et Thauvin, non seulement c'est un buteur, mais c'est un passeur, c'est un mec qui prend la profondeur. Il apporte autre chose qui manque dans l'effectif, encore plus avec la blessure de Radonjic. Donc ça va faire beaucoup de bien quand Thauvin va rejouer, surtout quand Thauvin va rejouer à un semblant de niveau, parce que faut pas s'attendre qu'il fasse non plus un carnage tout de suite. Et je rajouterais aussi, c'est aussi un mec qui peut trouver la faille à 20 mètres d'une frappe à l'entrée de la surface. C'est spécial. Et souvent, on a un peu de mal Thauvin là-dessus. à droite, à gauche, c'est parfait. 2 faux pieds. L'avantage, comme vient de dire Cédou, c'est vrai que c'est que quand Thauvin va revenir dans cette équipe, pour les adversaires, les entraîneurs vont voir l'attaque différente de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que là, il y aura véritablement 3 attaquants à surveiller. Là, on avait surtout l'œil sur Payet, parce que c'était lui qui était meneur de jeu, c'est lui qui déclenchait, c'est lui qui débloquait la situation. Mais là, à tout moment, Thauvin va en déclencher d'autres de situations offensives. Et l'apport de Thauvin sur un côté droit et celui de Payet à gauche, est-ce que ça va être bénéfique pour Benedetto ? Oui. Mais il y a tout, c'est un tout qui va se mettre en marche. C'est vrai que Benedetto, quand il signe à l'OM, Villas-Boas dit qu'il peut faire jouer Thauvin et Payet. Et c'est vrai que... Il n'a pas été meilleur passeur comme ça du jour au lendemain, pour les attaquants quand même. Donc c'est une référence. Mais c'est ce qui lui manque à Benedetto aujourd'hui. C'est ce qui lui manque, quelqu'un à droite qui est... Parce que Bounassar, il est bon, mais au niveau des centres. Regardez le centre de Germain, là. Il ne le fait pas souvent. Mais Benedetto, dans la surface, il est là directement. Il s'est coupé ce genre de centre. Oui, c'est dans la surface. Et puis il sait faire jouer les autres aussi, Benedetto. C'est ça aussi, c'est que quand Thauvin il se rapproche de lui, tu pourras combiner avec lui. Et Sakai, tu pourras aussi combiner avec lui. En fait, c'est là où on se rend compte que l'équipe de Villas-Boas, elle a été construite. Enfin, de toute manière, Villas-Boas s'en est jamais caché. Et avec Thauvin et aussi avec Gustavo, il l'avait dit. Donc ça rehausse. En fait, là, avec le retour de Thauvin, on peut aussi se dire quand même ce qu'il a fait Villas-Boas avec un effectif où il est amputé de pièces maîtresses, c'est quand même costaud, quoi. Parce que c'est pour ça que je te dis qu'un collectif, dans le collectif, Thauvin est important. Important parce qu'on parlait de Sakai, on peut parler de Sarr, on peut parler des milieux récupérateurs, que ce soit Sanson ou Rongier, Benedetto. Ça, dans l'effectif, c'est énorme, les combinaisons qu'il peut avoir. Il y a tout qui va se remettre en place. Et puis voilà, je veux dire, Benedetto fera moins d'efforts offensivement. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir souvent faire des courses pour essayer de protéger ou de récupérer un ballon, puisqu'ici, il va avoir Thauvin d'un côté et Payet de l'autre. C'est-à-dire que la facilité dans les 30 derniers mètres sera que bénéfique pour lui. En fait, ce que tu veux dire, c'est que même s'il est un peu soliste, parce que c'est aussi ce qu'on a beaucoup reproché à Thauvin, c'est de dire oui, il pense à ses stats, il pense à ça, etc. Mais mine de rien, quand il n'est pas là, on voit que Sakai, il est un peu perdu, et on a hâte de le voir avec Benedetto. Donc même s'il est soliste, en fait, il apporte quelque chose au collectif. Donne-moi un attaquant qui n'est pas mangeur, un peu, entre guillemets. Quand je dis mangeur, c'est jouer un petit peu seul, égoïste de son jeu. Brondao. Non, mais donne-moi ça, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon. C'est normal, pour avoir des stats, pour créer du jeu offensif, il faut provoquer. Il faut être un petit peu individualiste. Regarde, en fait, Benedetto, justement, il n'est pas trop. Mais oui, mais là, individualiste comme Thauvin a été ces 2 dernières saisons, en marquant 20 et 22 buts,
Ça me dérange pas du tout. Après, Thauvin, c'est pas Mbappé non plus. Hein. Non, voilà, non, mais c'est clair. Ça me dérange pas du tout. Non, mais je parle pas en termes de jeu. Mbappé, il pense qu'à ses stats. C'est flagrant. Il pense qu'à ça. Thauvin, il pense à ça, à faire gagner l'équipe aussi. Il en essaie une, deux tout seul et après. Je suis d'accord que ça pourrait quand même modifier un petit peu l'équipe parce que avec 2 faux pieds sur les côtés, ça va laisser quand même beaucoup plus de place aux latéraux. Et peut-être quand même Morgan Sanson sera peut-être moins haut aussi sur le terrain. Et en laissant plus de place à Mavi ou à Sakai ou Sarr. Oui, mais en plus, c'est vrai que ta comparaison avec Mbappé, est-ce que vraiment, là, on a tendance à tout voir tout beau parce qu'il nous manque beaucoup Thauvin depuis qu'il n'est pas là, mais on lui a beaucoup vraiment reproché ça, ce côté statistique, etc. Mais aussi, quand il n'est pas là, on se dit, bah quand même, il y a des moments, ça nous aurait aidé qu'il mette une frappe de 20 mètres. Le petit enroulé, crochet, voilà, alors que... Derrière, petite passe... Alors que voilà, Thauvin, il te débloque certaines situations dans une équipe où, malgré tout, tu as moins de talent, alors que Mbappé, lui, c'est plutôt qu'il fait la gueule quand ça fait 5-0 et qu'il a déjà mis un doublé et qu'il n'est pas content. Donc il y a quand même une différence à ce niveau-là. Et puis en plus, on vient de démontrer que même au niveau collectif, il a un vrai apport avec Sakai. Sakai, il est pratiquement ailier quand il y a Thauvin. Et c'est une arme de dissuasion aussi. Quand t'as Thauvin, les défenseurs, ils vont pas défendre pareil, comme tu dis, Jean-Charles. Là, ils savent que l'arme de lancement, c'est Payet. Défenseur, j'ai Thauvin en face de moi, et sans vouloir diminuer Sarr, et j'ai Sarr. Je défends pas pareil. Je défends pas du tout pareil. Tu sais que ça, il peut aller très vite, il peut déborder. Et puis même pour l'entraîneur, les conseils sont différents. Si tu laisses de l'espace à Thauvin ou quelques mètres à Thauvin, parce que c'est un faux lent, Thauvin. Là aussi, c'est vrai que ça va très vite, mais Thauvin est un faux lent. Si tu laisses 2-3 mètres à Thauvin seul, la différence, elle va se faire. Elle va se faire. Donc là aussi, il y a une méfiance défensive. Donc ça veut dire que les adversaires vont peut-être moins sortir, vont peut-être procurer moins de jeux, vont être focalisés sur Thauvin, qui donneront aussi des espaces aux autres. Il y a tout qui s'articule en fait. Combien de temps il va avoir besoin pour s'intégrer à cette équipe? Parce que cette équipe va aussi devoir s'habituer à lui, parce que finalement il a très peu joué avec cette équipe. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une période d'adaptation qui fait qu'il va mettre du temps à retrouver ses sensations, ou tu penses que voilà, début avril par exemple, si on le fait rentrer petit à petit dans le groupe? Alors en touche du bois, je pense que si tout se déroule bien, début avril il sera quasiment à 80%. 90%, parce que ça fera quasiment 1 mois et demi. Donc, c'est surtout les sensations, surtout tous les douleurs. Après, l'adaptation d'un grand joueur, d'un très bon joueur comme Thauvin, elle se fera systématiquement. Quand on a la qualité technique, la qualité de buteur, la qualité de passe et la qualité de dribble, qu'est-ce qui peut arriver à un bon joueur? Et puis il les connaît un petit peu, les mecs. Il les connaît, à part Benedetto, qui n'a pas joué, et Rongier. Sinon, tout l'effectif est connu par Thauvin. Et le 4-3-3, ça lui je veux dire, pour lui, c'est pas du tout un problème. Le seul souci, c'est de retrouver son aspect physique. Et après, ses appuis. Parce que le reste, quand tu es un bon joueur, pour rentrer dans une équipe qui tourne, c'est doublement plus facile. Parce que l'OM sera certainement encore deuxième. Donc pour lui, il va rentrer sans pression, avec une envie de vouloir aussi prouver que l'OM avait besoin de lui pour aller encore un petit peu plus haut. Oui. Donc voilà, c'est que des apports bénéfiques. Et avec une envie, Nico, peut-être d'accrocher une place pour l'Euro. Est-ce que c'est faisable dans un délai si court? S'il joue 2 mois et qui flambe, l'équipe de France, il y a des blessés quand même. Il manque du monde. On en a connu des joueurs qui ont joué 2 mois qui sont partis. Il y a déjà Dembélé, et puis Deschamps, on sait que c'est un mec qui rend la confiance qu'il a donnée. Et puis il a été champion du monde. Il a été champion du monde, il fait partie du groupe champion du monde. S'il flambe pendant 2 mois et qu'il a son niveau et que sa cheville ne bouge pas, l'OM, il croise les doigts pour ça. Parce qu'il se dit, s'il est sélectionné pour l'Euro, ils peuvent bien le vendre à 1 an de la fin de son contrat. C'est aussi ça qui va jouer. Il y a quand même un contrat. Et même il y a un intérêt pour tout le monde. Il y a un intérêt pour tout le monde parce que Thauvin aussi, il y a de sa carrière qui se joue là. S'il veut signer dans un bon club la saison prochaine, il faut qu'il flambe pendant 2 mois. Donc il y a une pression pour qu'il rejoue vite. Et c'est ça qui fait un peu peur. Il ne faudrait pas qu'il se répète, quoi. Voilà. Mais après, étant donné l'âge qu'a Thauvin, enfin, tu en avais déjà parlé dans un SAV, voilà, il a plus 22 ans, c'est peut-être le moment d'aller chercher un très gros contrat. Oui. Est-ce que pour lui, le but, c'est pas de faire une grosse saison l'an prochain à l'OM, de se montrer en Ligue des Champions et de partir en fin de contrat? Il y a beaucoup de paramètres, Mourad. Quand tu es joueur, il y a beaucoup de paramètres. Et il lui reste un an de contrat, il y a de reprendre déjà, son objectif, c'est de reprendre avec le groupe, de ne plus avoir de douleur, de remarquer des buts. Et après, tout va s'enchaîner. Après, peut-être qu'il y a aussi une confiance de l'Olympique de Marseille envers lui, quand il a été blessé, que ça a duré 6 mois ou 7 mois, on lui a fait confiance, on l'a conservé. Est-ce qu'il n'y aura pas un accord entre eux? Il y a un tas de choses qui peuvent se passer. Ils n'ont pas les moyens de prolonger. Non, mais il y a un tas de choses qui peuvent... Thauvin s'arranger avec un club et puis dire, bon, l'OM m'a aussi rendu service de notre côté, on va essayer d'avoir un accord entre nous. Il y a un tas de choses
qui peut se faire. Il y a Je une autre pense chose qui est importante aussi, c'est que ça fait longtemps qu'il dit qu'il veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Et là, on y est. Là, on y est. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont s'accrocher. Puis il y aura Villas-Boas aussi qui peut faire conserver Thauvin une année supplémentaire. Parce Beaucoup que, de si, quand même. Oui, mais il y a beaucoup de si, mais... Des si positifs. Nous, on regarde que l'objectif de l'Olympique de Marseille. L'aspect financier, c'est plus notre problème. Parce que nous, on veut des résultats. Et par rapport aux résultats, l'aspect financier retombera aussi. Donc après, ça, c'est leur problème à eux. S'ils ont fait des conneries, ils régleront leurs conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs soient en bonne santé et qu'ils nous montrent du beau football. Voilà. Mais Thauvin, il a tout déjà ce joué qu'on avec souhaite. des champions, mais ça s'était pas très bien passé. Ça s'était pas très bien passé, donc on va pas y revenir. On va plutôt revenir à. On revient vite, surtout, on va Thauvin. revenir à. On va déjà que Thauvin revienne vite, Voilà. et puis ensuite on va revenir à l'Euro, à ce sujet de l'Euro. L'Euro, un objectif que cherchera à atteindre Nemanja Radonjic le 26 mars avec la Serbie en barrage face à la Norvège d'un mec qui s'appelle Haaland. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Il a marqué un beau but cette semaine. C'est le petit géant. Voilà. S'il est remis, Odegaard aussi. A priori, c'est un mec qui court pas vite, j'avais lu ça. Ouais, il court pas très vite. Pas non, assez il est- puissant. Il a pas beaucoup de frappes aussi. Ouais, tout ça, il Il est tout est. petit aussi. En tout cas, il. On va demander des renseignements à Paris Saint-Germain. Ouais, je pense qu'ils le connaissent peut-être. Parce que, alors pour Nemanja Radonjic, donc voilà, il y a ce barrage le 26 mars face à la Norvège. Donc on ne sait pas si la Serbie va aller à l'Euro, etc. Mais on ne sait pas non plus si Nemanja Radonjic va jouer ce barrage puisqu'il est opéré d'une pubalgie. C'est quand Le 26 26 mars. Non. Dans Sincèrement, un j'ai eu mois la et demi. pubalgie, bon, c'est nouveau. Les opérations sont faites différemment, la récupération est faite différemment. Je ne peux pas comparer ma blessure à moi et la sienne, parce que bon, peut-être elle est un peu moins grave. Alors attends, tu vas nous parler de ça. Avant de ça, on va faire le point sur les infos qui ont circulé là. C'est que André Villas-Boas, il a parlé de 3 semaines. Et dans la Provence, Nico, il y a eu d'autres infos. ils ont interviewé un médecin spécialiste de cette opération. A priori, ça s'opère au niveau de abdos. ce que j'ai pas, les abdos. Et des adducteurs. Et pour relâcher un peu la pression sur les adducteurs. Et le spécialiste disait que 3 semaines, c'est vraiment la fourchette basse. Et bien sûr. qu'en général, la fourchette haute, c'est 2 mois. Et qu'en général, c'est 1 mois et demi pour rejouer. Ouais, Donc il tablait plutôt sur 1 mois et demi. Si c'est 1 mois et demi, ça veut dire qu'il reviendrait en avril, quoi. comme Florian Thauvin. Et donc donne-nous ton expérience à toi. Non, Donc, mais la mon pubalgie, expérience, bon, moi, c'était différent. Hein, on C'était va il y a pas tout comparer, quelques voilà. décennies. Mais d'abord, les joueurs sont faits, c'est des athlètes. Ils sont vraiment très costauds. Et puis, bon, maintenant, même avant de reprendre la course, ils sont déjà sur des vélos musculairement. Mais certes, entre les adducteurs et les abdos, parce que la pubalgie, c'est une insertion entre les adducteurs et les abdos. Donc, je ne suis pas un grand technicien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper douloureux. Il y a une pointe qui descend sous le pubis et qui vous empêche de tousser, de marcher par moments. C'est vraiment un poignard. Et donc, pour revenir à son meilleur niveau, comme dit Nico, je pense que le spécialiste a donné un mois et demi. Il a dit. 1 mois et demi, après retrouver toutes les sensations. Je pense que pour le match de l'Euro, pour la qualification, pour moi, ça sera vraiment limite. J'y pense pas. Mais Jean-Charles, tu sincèrement. t'étais fait opérer, toi, à l'époque Non, ou... moi c'était juste la rééducation, du repos. Ouais. Mais une opération, ça reste quand même une opération, Nico. ouais. La cicatrisation, même si c'est fait différemment. Après la douleur, si elle y est pas, si on force pas. Même s'il y a des méthodes aujourd'hui superbes, mais en espace de 3 semaines. Rappelez-vous, Sivelli s'était fait opérer de la pubalgie. Il n'avait pas mis 3 semaines pour reprendre. Hein. Pourtant, c'était un athlète aussi. Ah, c'est un Jean-Charles, sacré je sais athlète, Renato. Ah ouais. Moi, j'ai jamais été sportif de haut niveau, mais quand j'étais plus jeune, je jouais au foot et j'avais eu une pubalgie, enfin, que d'un Ouais, côté. une inflammation. Mais le truc, c'est que je pouvais continuer à jouer parce qu'en fait, je jouais et j'avais vraiment mal juste après le match et pendant 2 jours, j'étais en galère. Mais après, je rejouais. Je pense que c'était une pubalgie ou mal à l'adducteur. Non, mais après, j'ai eu l'autre adducteur et j'ai vraiment eu les deux. Et là, moi, j'ai arrêté pendant 1 an. Tu sais, le problème après du plat du pied, tes Bienvenue écarts, sur tes- Docteur Club de Marseille. Non, mais Continuez, les gars. c'est pour expliquer ce que c'est une Non, mais c'est pubalgie, très c'est intéressant. hyper douloureux. Ça passe sous le pubis et on a l'impression de nous Et toi, rentrer un t'avais mal poignard. tout le temps parce que moi, j'avais Ah mal. ouais. Ne serait-ce que de Quand tousser. c'était chaud, j'arrivais. Nico, tousser, ça te fait, Ah il ouais. te rentrait un poignard. Parce que là, tu vois, il a joué quand même Radonjic Mais le c'est ce dimanche. qu'il Ouais, disait. mais- Il disait que lui, il ressentait la douleur Moi, après le c'est match. ce que j'avais- Oui, moi, mais c'est c'est ce pour que ça que peut-être, si c'est pris à temps, après on ne connaît pas le degré de l'inflammation. Ouais, c'est ça, ouais. Alors peut-être qu'ils auront raison, mais si un spécialiste dit 1 mois et demi, de toute façon, pour quelle raison ils reprendraient légèrement trop tôt pour les faire ce match de préparation, en fait, de qualification, pour après peut-être avoir des problèmes. Non, mais en vois plus, pour lui aussi. je pense Tu vois, pas. Je pense pas que c'est- même s'il est dans les délais, peut-être que l'OM fera un peu traîner pour pas qu'il aille avec sa sélection, pour qu'il ne se reblesse pas à la base, ce qui C'est dans 3 serait semaines la sélection. compréhensible. C'est pas possible.
C'est pas possible. Enfin, un mois. Ouais, c'est un mois. Pour moi, ça me semble impossible, sincèrement. Mais justement, donc il reviendra peut-être en même temps que Florian Thauvin. Mais est-ce que c'est pas embêtant, ça, Saïdou? Ça fait des années qu'on l'a... Enfin, des années, non. Ça fait des mois et des mois qu'on attend Nemanja Radonjic. Là, il commence un peu à se lancer. Et au moment où il se lance, il se blesse. C'est pas un petit peu... Ça peut pas un peu couper sa progression? Il a trop forcé. C'est frustrant. Mais je pense qu'il va revenir plus fort. Parce qu'il a la confiance. Il va revenir, c'est pas une grosse blessure. Il va faire le sprint final. Je pense qu'il va revenir en confiance, en super sub. Il va continuer. Et... Non, j'ai pas peur. Toi, tu as confiance dans son état d'esprit, en fait. J'ai confiance en lui. Parce que c'est vrai qu'il a ça en lui. Il a le talent, il a l'état d'esprit. Après, on parle souvent des causes qui peuvent pousser à la pubalgie, et là, bon, c'est un peu radio gossip, donc on va s'arrêter là, mais il y a certaines choses, c'est-à-dire il y a tout. Je n'irai pas plus loin, mais... Non, mais on dit souvent que... Je sais pas si tu as une femme ou pas. Si tu veux aller plus loin, tu voulais être docteur. Une femme attitrée, bon. Non, mais voilà, il y a une toux, dans le... On ne sait pas s'il en a une, mais en tout cas, on sait qu'il aime bien les jolies femmes sur Instagram. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment les jolies femmes. Oui, c'est un admirateur de la jante féminine. Voilà, on peut dire ça au moins. Non, mais c'est important. Un footballeur aujourd'hui, c'est une Formule 1. Il y a tout qui se dérègle en rien de temps. Donc, il y a beaucoup de choses à faire hors football qui sont hyper importantes. Oui. On parlait d'André Gignac, que Bielsa, notamment, avait remis sur le droit chemin. Achetez mon livre. Achetez le livre, c'est pour ça que j'en parle. Achetez le livre. Donc voilà, c'est la récupération, c'est les sorties, c'est la nourriture, c'est comment on se prépare avant un match, comment on fait après un match. Il avait souffert de ça aussi, André-Pierre Gignac. Mais après, tu souffres de tout. Quand tu n'es pas sérieux, tu souffres de tout. Quand on te dit tiens mal aux adducteurs, c'est qu'il y a déjà des choses. Après, avec les terrains gras, même si les terrains aujourd'hui sont beaucoup moins gras, il y a 10 ans derrière. Certaines personnes peuvent avoir d'autres... Ça peut être causé par d'autres choses. C'est pour ça que pas tout le monde est fait pareil, de la même façon. Après, c'est vrai qu'en fait... Mais le surpoids fait beaucoup de blessures. Non, je m'inscris en faux contre ça. Non, c'est pas du tout. Non, mais après, il est pas en surpoids, en tout cas, Nemanja Radonjic. Non, du tout. Ce qu'on lui reprocherait, ce serait plus des sorties, des choses comme ça. Moi, j'ai pas de preuves là-dessus, donc je m'appuie pas. Je vais pas. Moi, j'ai jamais dit qu'il sortait. Ce sont des ragots, voilà, qui traînent autour. J'ai jamais entendu parler de lui dehors, ça. Voilà, il y a aussi l'exemple Verratti, tout ça. Et Saïdou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais poser une question. Le match retour, c'est sur la même sélection? Oui, en fait c'est un gros bordel parce que t'as un barrage, après t'as des finales de barrage aussi, donc je sais plus où est-ce, j'ai plus le truc là, mais c'est mais même le sélectionneur va pas faire. Je pense qu'en fait t'as demi-finale et après ils se rencontrent dans un autre truc, c'est n'importe quoi les qualifications de l'Euro, donc faudra vérifier. Est-ce que le sélectionneur prendra un risque de le faire jouer s'il a 50% de ses qualités? Voilà, pas non plus. Hein. Bon, on va parler d'un autre joueur, voilà, donc dans tous les cas, dans les semaines à venir, ni Thauvin ni Radonjic ne seront là, mais Marley Ake sera là. Marley Ake qui a fait une entrée décisive, donc il joue plutôt à gauche. Son poste c'est plutôt ailier gauche que ailier droit. Mais est-ce que justement Marley Ake, alors deux questions d'abord. Est-ce que c'est le moment de le faire jouer quand tu as 11 et 12 points d'avance sur le 3e et le 4e? Est-ce que c'est pas la situation parfaite pour lancer un jeune? Et est-ce que on le voit pas trop beau? Est-ce qu'on prend pas trop de risques aussi? Est-ce qu'on n'a pas trop des risques de l'enflammer? Donc je vous laisse vous écharper. Moi, je pense que c'est, je l'ai dit la dernière fois, c'est la carte fraîcheur de Villas-Boas, Marley Ake. Et je pense qu'il ne faut pas le griller, il ne faut pas trop tu peux le mettre titulaire sur un match, mais ce n'est pas un titulaire en puissance pour l'instant. Il est jeune, il n'a pas l'expérience au haut niveau. Après, si tu le mets titulaire et qu'il flambe, oui. Mais je pense que c'est quand même dangereux. C'est encore un très jeune joueur qui a qu'une saison de national dans les jambes l'année dernière. Et là, il monte petit à petit. Je trouve qu'il est bien géré par Villas-Boas, à jouer un quart d'heure, 5 minutes, 10 minutes. C'est très bien. Mais pourquoi pas le tenter une fois titulaire pour voir ce que ça donne. Il a de la fraîcheur, on sent qu'il veut bien faire, c'est un joueur sérieux, un joueur qui s'applique, un joueur qui travaille. C'est intéressant de voir ça. Après, moi ce que j'attends surtout, c'est de voir un peu plus de jeu. On en a parlé l'autre jour, et peut-être que d'incorporer un peu Ake dans ce système offensif, ça peut apporter quelque chose à voir. Toi, le supporter Saïdou, comment tu vois Marley Ake? Qu'est-ce que tu en penses? Je suppose qu'il t'a fait grandement plaisir, comme à nous tous, sur ce match à Lille. Quand on regarde ces petites entrées, c'est de mieux en mieux. Il s'intègre de plus en plus dans le groupe, on voit que c'est de plus en plus intéressant. Et comme le collègue dit, Villas-Boas, il fait ça magnifiquement bien, il le gère parfaitement. Titulaire tout de suite,
Je sais pas. Titulaire tout de suite, je sais pas. Mais en tout cas, continuer à le faire rentrer. Parce que si on le met titulaire, ça veut dire que Payet, entre guillemets, il saute. On a besoin encore de gagner quelques points pour. Tu peux mettre Payet à droite. Oui, on peut, c'est vrai. Ou à droite, hein. Mais franchement, je trouve que c'est bien géré et qu'il est de mieux en mieux. Ne pas le griller. Parce qu'on dit, ce qu'on a dit, pour la première fois, il est décisif. Et c'est vrai que Villas-Boas avait rappelé en conférence de presse qu'il avait aussi provoqué un carton rouge contre Strasbourg. Il se fait découper. Et contre Monaco, il se procure une occasion aussi dans un mauvais match de l'OM. Mais moi, je l'avais trouvé déjà plutôt... Enfin, moi, je trouvais qu'il n'était pas hésitant. J'ai vu certains qui étaient un peu hésitants. Moi, je le trouvais sûr dans ce qu'il faisait. Et voilà, après, c'était un jeune. Contre Lyon, il manque cette occasion, tout ça. Manu nous disait ici, il a peut-être manqué un peu de vis, ce qui est normal. Heureusement. Voilà, mais qu'est-ce que t'en penses que toi, l'ancien minot, Jean-Charles de Bonneau, qui a été lancé à l'Olympique de Marseille, qui a sauvé le club, on va le rappeler un petit peu, c'était important gentil. quand même. À l'époque, sans votre équipe, ça aurait été plus compliqué, on va dire. Non, mais ce que je peux dire sur ce jeune, ce que j'ai vu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que déjà, la gestion de Villas-Boas, je trouve qu'elle est superbe. C'est-à-dire qu'il fait rentrer des morceaux de temps de jeu, très peu de temps de jeu, mais à des bons moments. C'est-à-dire que le bon moment va arriver, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire rentrer de préférence au Vélodrome sur ces terres et face à une équipe qui est peut-être un peu plus affaiblie comme adversaire, c'est-à-dire le mettre dans de bonnes conditions. Et ça, la confiance de Villas-Boas sur ce domaine-là, il n'y a aucun souci. Je pense que la psychologie, la vision du jeu et la vision des adversaires et la connaissance de ses joueurs, il n'a aucun problème. Après, ça sera à lui de simplifier son jeu, c'est-à-dire que là, il va rentrer dans une équipe où l'équipe elle tourne, où l'équipe, il n'y a pas de souci de classement. Donc, à partir du moment où tu rentres et que tu fais ton jeu que tu connais, c'est-à-dire de ne pas vouloir trop en rajouter, notamment les premiers ballons, c'est ce qui va le mettre en confiance et va faire développer toutes ses qualités au grand public. Alors après, pour être dans ce niveau-là, comme il a fait à Lille, et faire de telles performances chaque fois qu'il est rentré, et des bouts de match, je pense que ce joueur-là a de l'avenir à l'OM. Mais aussi, il va falloir les lancer. Parce qu'on parle beaucoup de jeunes à l'Olympique de Marseille, mais à un moment donné, il va falloir les lancer dans le grand bain. Et qui se confrontent au Qui niveau, se confrontent un petit peu à la Ligue 1 aussi. Et surtout qui jouent avec des grands joueurs. Avec Ake, je pense que la conclusion, on peut tous se dire qu'on continue comme ça avec lui, c'est-à-dire le faire rentrer pour le moment, ne pas le surexposer, ne pas le brûler, et que ça fonctionne bien. Allez Nico, le mot de la fin. Non, je voulais rajouter un truc. Chaque semaine, là on avait un petit peu arrêté, mais on a repris. On fait un parole de supporter sur nos réseaux sociaux. Donc c'est Christopher qui lance ça. Et là, on vous avait posé la question, justement, est-ce qu'il fallait qu'il soit titulaire face à Nantes samedi? Et c'était vachement partagé, en fait. Il y en a qui disaient oui, il faut qu'il joue à tout prix, il mérite d'être titulaire. Et d'autres disaient non, il est jeune, il ne faut pas le griller. Donc les supporters sont aussi partagés là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux le mardi pour donner votre avis. Juste une chose. Si on avait dit le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Juste une chose. Si ce jeune joueur, Ake, rentre en tant que titulaire, moi je demande qu'une chose aux supporters. C'est que soyez indulgents. Soyez patients. Patient. Laissez-le s'exprimer au meilleur niveau, laissez-le, même s'il loupe un centre, une frappe, une passe, peu importe, c'est pas grave. Il a besoin de trouver des repères, il a besoin d'être en confiance avec une grande équipe qui est aujourd'hui l'Olympique de Marseille. Donc voilà, soyez pas trop dur avec lui, parce que très souvent on accepte les joueurs qui viennent de l'extérieur, on est beaucoup moins dur. Non, mais ça je le dis, parce que on l'a vécu. Pas le Vélodrome, mais parce que là ces dernières saisons, regarde Camara, regarde Maxime Lopez. Oui, parce qu'ils se sont imposés de suite. Les attaquants c'est différent. Enfin, Lopez il se fait taper dessus quand même, Jean-Charles. Oui, maintenant. Mais au début, il se faisait pas taper dessus. Rappelez-vous. Alors laissons le temps au temps. Simplement aux joueurs de pouvoir trouver ses bases, son jeu, Après, j'ai souvent entendu cet argument-là. C'est vrai que ça a été vrai. On avait notamment eu l'exemple de Gary Bocali qui s'était fait défoncer par le Vélodrome après avoir raté beaucoup de centres et qui a fait une belle saison derrière, une belle carrière derrière, même s'il a dû l'arrêter trop tôt à cause d'une blessure. Mais en fait, moi j'ai l'impression que le public du Vélodrome il est prêt, et quand t'as un petit jeune qui fait des trucs bien, c'est difficile. Voilà, c'est difficile parce que c'est l'Olympique de Marseille, mais dès que t'as un petit jeune qui te fait des choses bien, André Ayou, il était idolâtré par le stade Vélodrome, et le stade Vélodrome il va t'aimer plus encore si t'es Marseillais que ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais je dis que les supporters, les gens qui viennent supporter l'Olympique de Marseille, ne soyez pas très pressés. Oui, laissez-lui ça se travaille. Ça se travaille, un jeune. On ne peut pas rentrer comme ça, à moins que ce soit un Mbappé. On remarque qu'on le saurait déjà. Donc, mais je pense qu'il a les qualités pour pouvoir s'imposer. Maintenant, s'il loupe une de passe ou un centre,
Moi, je pense que ça c'est Ne pas surtout siffler. sur les réseaux Voilà, c'est sociaux. tout. Il faut faire Ou attention les réseaux parce que sociaux. les réseaux Mais je sociaux, pense que les supporters là, c'est marseillais beaucoup plus sont girouette. quand même patients là-dessus aussi. Mais Voilà. mais au stade, moi, j'ai vu un meilleur soutien depuis quelques D'ailleurs, années. Mais on va... il y a de bonnes conclusions sur ce jeune joueur. Voilà, on lui souhaite le meilleur en tout cas et de faire au moins aussi belle carrière que toi, Philou Maoulida, parce que c'est déjà beau de faire une carrière à ce niveau-là et ceux qui parlent Les bandelettes. sans faire carrière, Il voilà. a laissé de bons souvenirs en plus. On va passer à la suite au Paris FCM, c'est tout de suite. Avec notre partenaire Unibet, bien sûr, on va commencer avec le Paris Sécure. Alors, Nico voulait peut-être faire les deux équipes marques. Moi, je lui ai dit, je le sens pas très bien les deux équipes marques parce que le grand FC Nantes qui joue pas au football, pas sûr. Donc, je suis parti sur un pari très très sécure, c'est-à-dire plus de 1,5 but dans le match OM Nantes. Donc, la cote est à 1,32. Donc, c'est pas une très grosse cote, mais c'est le Paris Sécure. C'est pour pas perdre de l'argent. C'est le pari qui a le plus de chances de passer, donc ça veut dire qu'il y a plus d'un but dans le match. C'est-à-dire 2-0 pour l'OM, quoi. Voilà, 2-0, même si les deux équipes marquent, ça passe. Après, moi, je suis d'accord avec toi, Nantes, c'est pas flambant, mais ils ont quand même des joueurs rapides devant, et j'ai peur de prendre un but en contre. On va en parler dans l'avant-match tout de suite après, mais voilà, donc s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 buts, ce pari, il passe. On va passer au pari fou. Alors là, c'est la grosse cote, la cote à 16. C'est le pari fou, quoi. Et c'est Valentin Rongier, premier buteur du match. C'est-à-dire, pas simplement buteur. La cote Valentin Rongier buteur, je crois qu'elle est à 7. Mais c'est premier buteur du match. C'est-à-dire que c'est lui qui ouvre le score dans ce match-là. Cote à 16, donc c'est une belle cote. C'est le pari fou, donc comme toujours, ne prenez pas de risques. Mais Jean-Charles, on en a vu beaucoup des histoires comme ça. Contre son ancien club, il se débloque. Très souvent, parce qu'on a l'impression de se libérer totalement quand on joue contre ses anciens partenaires. Donc on veut toujours prouver quelque chose de plus. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, j'espère pour lui, parce que bon, il a manqué de chance ou peu importe, il va falloir trouver son compteur but quand même. Voilà, il fait tout de bien, sauf de marquer les buts. Bon, si un penalty, c'est pas sûr qu'il le tire quand même. Si un penalty, c'est pas sûr qu'il le tire. Nkoudou, il a fait la Beaujoire. Nkoudou, il avait fait la Beaujoire, c'est vrai. Donc voilà, Valentin Rongier, on vous dit, avec des précautions, c'est le pari fou, mais premier buteur dans le match à cote à 16. Un corner de Payet, reprise de volée. Et deuxième buteur, je peux te donner le deuxième buteur? Je peux te donner... Benedetto? Non. Caleta-Sarr. Ah, un petit corner. Il faut regarder la cote. Rappelez-vous, je crois qu'elle est à 7 et quelques, je crois. On retiendra, je vais la jouer. Voilà. Elle est pas mal la cote de Caleta Sarr. On va passer au combiné. Alors avec nos adversaires, bon, on sait jamais trop qui sont nos adversaires, mais donc on a pris Monaco, Lille et Rennes. Et donc on commence par Dijon-Monaco. Alors moi j'ai un peu hésité, mais j'ai mis Monaco quand même parce que je me dis bon là ok, l'équipe est vraiment lancée. Il a trouvé un triangle avec Jovetic super joueur et Ben Yedder super joueur et Slimani super joueur. Donc par rapport au niveau de la Ligue 1 c'est quand même costaud. Donc Dijon c'est mieux, mais voilà, victoire de Monaco. Lille-Toulouse, Lille à la maison c'est costaud, même s'ils viennent de perdre contre l'OM, mais Toulouse n'est pas l'OM, on en est sûr et certain de ça. Et Toulouse n'a plus gagné depuis super longtemps. Le double pressing lillois face à la défense regroupée de Toulousaine, ça va faire mal. Voilà, je pense pas que Toulouse ait même la force de caractère de l'OM en cas de... Si Lille ouvre le score, ce match il est terminé. Et enfin, Rennes-Nîmes, la petite surprise, j'ai joué le nul parce que Nîmes revient très bien. Ces recrues du mercato hivernal, Benraou et Nolan Roux fonctionnent plutôt bien. Donc le nul à 3,55. Tout ça, ça nous fait une cote boostée à 9,41. Donc voilà, vous avez quelque chose à redire sur ces résultats. Monaco, victoire à Dijon, victoire de Monaco à Dijon, victoire de Lille à domicile face à Toulouse et nul entre Rennes et Nîmes. Bon, je pense que Lille c'est réglé. Rennes, ça peut être une petite surprise que Nîmes ils sont bien en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Ils remontent, ils veulent se sortir. Et Rennes est moins bien un petit peu. Quand on regarde un petit peu les stats. Dijon-Monaco, je sais pas. Parce que Monaco, c'est tellement aléatoire, cette équipe monégasque. Ils ont une super attaque, mais... Russes, hein. Mais ils ont trouvé quelque chose. Oui, ils ont une attaque. Ils ont remis Slimani, c'est depuis qu'il est revenu. Et là, contre Montpellier, Glick a été bon. C'est à souligner. On souligne, alerte Glick, il a été bon. Ils ont une belle attaque, Monaco, mais Dijon, ils sont pas mauvais offensivement. Ils sont pas mauvais, ouais. Donc ça peut faire match avec beaucoup de buts, par contre. Voilà. Ah, oui. Donc le doute, je placerai aussi sur Dijon-Monaco. Et on ne parlera pas de pénalty pour Lyon, parce que Ben n'est pas là. La suite.
La suite, c'est l'avant-match OM-Nantes. Donc, l'OM reçoit Nantes samedi après-midi dans un stade Vélodrome qui sera sans doute plein, ou pas loin d'être plein. Proche des 60 000, hein, par exemple. Voilà, un petit mot sur l'adversaire du jour, donc le FC Nantes. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 nuls et 3 défaites, mais tout de même 9 buts encaissés et 5 marqués, parce que c'est vrai que je disais que l'attaque c'était très mauvais, et toi tu me disais non, ils marquent quand même des buts, mais ils en encaissent plus, donc ils ont marqué 5 buts, mais ils en ont encaissé 9, et ils sont 12e au classement avec 34 points. Donc voilà, Nico, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Nantes ? Ouais, je pense que c'est une équipe, contrairement à l'image qu'a son entraîneur d'une équipe joueuse, c'est une équipe assez solide, surtout physiquement. C'est une équipe de combat, et c'est une équipe qui a des flèches devant et qui peut te prendre vraiment en contre, à l'image de Simon, le Nigérian, qui a marqué face au PSG quand notre ami Kipembe tente un geste improbable encore, d'une arrogance sans borne. Là, on voit la vitesse. La vitesse, il va très très vite, Simon. Et il peut te prendre un ballon dans les pieds d'un Alvaro, par exemple, et filer au but. Donc le danger sera vraiment là. Ils vont vraiment attendre, ils vont nous mettre des coups au milieu, et ils vont essayer de nous prendre en vitesse sur des comptes ou dans le jeu. Christian Gourcuff qui est, comme je vous le disais avant, parce que moi je suis très attaché au beau jeu, etc. Alors Christian Gourcuff c'est censé être le beau jeu à la française, mais je crois qu'il est apôtre du beau jeu mais non pratiquant. C'est comme mon pote qui faisait le ramadan et il venait boire le champagne avec moi le soir. C'est un petit peu ça, quoi, parce que vraiment j'ai beaucoup regardé le FC Nantes cette saison. J'ai beaucoup regardé Rennes aussi quand il était à Rennes. Je comprends pourquoi tu écris bien. Mais j'ai des bons amis aussi. Mais en fait, t'as pas beaucoup. Alors c'est sérieux, voilà, c'est 4-4-2, même si c'est un 4-4-2 qui est souvent plus une gueule de 4-2-3-1 parce qu'on dit aussi voilà truc. Alors peut-être qu'à un moment à Lorient ça jouait pas trop mal. Je me souviens de belles victoires, tout ça. Mais vraiment depuis quelques temps, Rennes, Nantes, en fait c'est vraiment ennuyeux, quoi. C'est l'ennui, Christian Gourcuff. Ouais. Et en plus, c'est un mec qui dit oui, il faut qu'il y ait des matchs le 5 mai. Donc c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et il y a quelques catcheurs quand même dans cette équipe parce qu'il y a Palois en défense centrale. CRS, c'est catcheur. La défense, s'il vient avec son LBD ou pas, on ne sait pas encore. Non, mais c'est vrai que physiquement, ça va être un combat. Et je pense que l'OM va devoir gagner le combat du milieu de terrain déjà. Touré au milieu, Abed. Touré, et devant il y a Koulibaly, je crois Koulibaly qui devrait faire son retour pour ce match-là. C'est pareil, c'est solide, c'est grand. Il y a Bamba sur le côté qui va très vite. Ils ont deux mecs super rapides, Bamba et Simon, c'est deux flèches. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Saïdou, de cette équipe de Nantes ? Nantes, c'est indécis. Ils ont une équipe qui est bien. Sur les côtés, ça va vite. Au milieu, c'est solide. Mais ils n'arrivent pas à jouer. C'est vrai. Pourtant, leur entraîneur, c'est Gourcuff. C'est le Marcelo Bielsa français, quoi. Je comprends pas. Il réussissait bien, Lorient. Là, il a une équipe pour pouvoir bien jouer. Ça jouait, Lorient. Ouais. Non, si, franchement, ça jouait à Lorient. Je me souviens de Robert Mal qui racontait, ça bougeait, qu'il y avait des mouvements et qu'il était obligé de tout le temps être en mouvement. Après, peut-être aussi qu'il n'a pas su se mettre à jour, tu vois, c'est comme Windows aussi, un petit peu Christian Gourcuff. C'était l'un des premiers à utiliser l'ordinateur en France d'ailleurs, c'était intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est un prof de maths. Donc les schémas de jeu, il y en a 400 000. Ah, après t'en as... des schémas de jeu, il y en a... Oui, non, mais il devrait en avoir beaucoup plus. Vous parlez de Lorient il y a quelques secondes, mais Lorient, il n'y avait pas la pression qu'il y a du côté de Nantes quand même, avec Kita. Donc, non, mais voilà, je veux dire, ils ont besoin de résultats. C'est une équipe qui vient avec beaucoup de doutes quand même. Cette équipe, tu viens de l'annoncer, elle reste sur 3 nuls et 2 défaites. 2 nuls et 3 défaites. 3 défaites. Donc elle marque peu de buts. On en encaisse quand même pas mal. Il y a eu un 3-3 à Dijon qui était assez prolifique. Mais Dijon, en plus, a beaucoup d'occasions. Elle ne produit pas énormément de jeux. Je pense que le doute est plutôt côté nantais, côté marseillais. Oui, ça c'est sûrement. Aujourd'hui, la fraîcheur, même avec l'accumulation des matchs de l'Olympique de Marseille, la fraîcheur est côté marseillais. On va parler. Il y a un joueur, parce qu'on a beaucoup parlé de Moses Simon, mais il y a un autre joueur qui me plaît pas mal à Nantes. Alors, comme tu disais, je sais pas s'il passera le cap, mais c'est Ludovic Blas, qui était ancien Guingampais, qui fait des bonnes saisons. Comme j'ai beaucoup vu Nantes, malheureusement, cette saison, notamment parce que je voulais vraiment me mettre à l'épreuve ce truc du beau jeu à la Gourcuff. C'est vrai que lui, il est créatif, lui, il crée quelque chose, il marque quelques buts en plus, et des bonnes petites frappes. C'est sympa, Ludovic Blas, il faudra faire attention à Blas.
Moses Simon, et donc si Koulibaly est titulaire, leur capitaine Traoré est moins bien aussi. Il y a le petit, pas Traoré, Abdoulaye Touré. Oui, Abdoulaye Touré. Oui, et il y a le petit Imran Nouza aussi au milieu qui est très intéressant. Oui, c'est vrai. Mais tous ces joueurs-là, ils sont moins bien parce que Nantes est moins bien. Donc voilà. Mais on galère souvent, nous, contre Nantes. Que ça soit là-bas. On va pas galérer, crois-moi. J'espère. Et pour défendre, pas vraiment défendre, mais pour donner une excuse à notre ami Gourcuff, il faut dire que bon, il y a le petit Louza là, qui émerge, mais sinon, c'est quand même une sacrée équipe de bourrins, quoi. C'est des athlètes, quoi. C'est pas forcément des techniciens du football. Blas, t'en as pas 150. Moses Simon. Bon, après Moses Simon. Simon, c'est pas non plus un technicien, c'est pas dire, c'est pas... Coco qui était contacté par l'Olympique de Marseille. Mais qui s'est blessé malheureusement. Qui s'est blessé, pas cette année, mais l'année d'avant, qui était le joueur de côté, qui était il était à Rennes, lui, non? Non, à Guingamp aussi. Putain, mais ils recrutent tout à Guingamp, en fait. Ils ont fait. Mais c'est pas une équipe non plus flamboyante, elle n'a pas le jeu à la nantaise qu'on décrit depuis des années. Ça fait un moment que ça n'existe plus. Coco Ciodo, quand tu vas jouer Gourcuff, il doit pas... Ouais, mais je veux dire, voilà, l'Olympique de Marseille est dans une disposition aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, de ne même pas regarder Nantes, quoi. C'est Nantes qui doit se soucier de tous les... Se soumettre, se soucier un petit peu de tout l'effectif marseillais, parce qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a un rendement collectif aussi. Au-delà de l'individuel, après, il y a le collectif qui faut pas oublier que l'attaque de l'OM, elle n'est pas non plus... oui, mais ça fait rien. Ça fait rien, l'attaque de l'OM aujourd'hui... En 2020, c'est pas flamboyant. D'accord, mais l'OM aujourd'hui, même si c'est pas flamboyant sur une rencontre complète, c'est flamboyant par le collectif et par l'opportunisme. Par la force collective, la force du groupe. L'opportunisme que l'OM met et la chance qu'il peut se procurer aussi. Mais la chance, il faut aller la chercher. Et aujourd'hui, ce groupe-là va chercher le petit brin de chance que par moment fait remporter les 3 points. Puis là, tu auras Payet et Benedetto. Et Mandanda. Alors justement, parlons du 11. Donc, est-ce que justement Payet, c'est un peu la grande question. Malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Et il va sans doute la donner, même si... Il en a parlé dimanche. Il a dit qu'il y avait de fortes chances qu'il joue quand même. Voilà, donc Payet titulaire. Donc on part quoi? On part sur l'équipe classique. Mandanda dans les cages. Ok. À ma vie. Amavi qui était absent de l'entraînement ce matin, il me semble. Oui, Amavi n'était pas en entraînement ce matin, mais des fois c'est des soins. C'est juste des petits soins, des repos. Donc là, nous on tourne l'émission avant la conf de presse, on va encore nous le reprocher, mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'à mon avis, c'est rien, il sera là, à Amavi. Parce que sinon, voilà, Tchaleta Tsar, Alvaro en charnière centrale. Non, ne bouge pas. Sakai ou Sarr, justement. Sakai, ça dépend de qui tu mets ailier droit, c'est toujours la même question. C'est toujours la même question sur le couloir droit. Toi, tu mettrais plutôt Sakai ou plutôt Sarr? Sakai, pourquoi tu le mettrais plutôt Sakai? Sakai parce que j'aime bien Sarr devant, et je trouve percutant. Et l'équipe de Nantes, c'est le moment où il faut quelqu'un de percutant pour pouvoir les tuer le plus vite possible. Si on faisait un petit point Bouna Sarr, le joueur préféré de Nico, parce que moi, ces dernières semaines, je le trouve... alors non, il y avait ce match à domicile là où il rate tous ses centres, etc. Mais contre Lyon et contre Lille... Alors c'est pas Dimitri Payet techniquement, il est aussi limité, etc. Mais je trouve que dans l'état d'esprit... C'est un peu un symbole quand même, Bouna Sarr, parce qu'il est très bon. À Lille, il va chercher ce penalty. Après, tu le remets derrière. Il s'arrache quand même un petit peu. Et défensivement aussi, je trouve vraiment... Enfin voilà, c'est pas Tchaleta Tsar devant lequel je suis ébahi. Je me dis waouh, quel défenseur. Mais je trouve vraiment sérieux. Et quelque part, tu vois, il est en train de gagner mon respect, Bouna Sarr. Non, mais attends, moi j'ai jamais critiqué Bouna Sarr sur son état d'esprit. J'ai toujours dit que c'était un mec qui avait un volume de course assez incroyable, une grosse vitesse, qui est capable de te faire des exploits balle au pied sur ses doubles contacts. Bon, rarement il va terminer par un but comme la dernière fois. Ou un bon centre. Mais après, tu peux pas non plus le défoncer sur l'aspect défensif où il a pas mal progressé. À un moment, il était quand même large. L'inattention aussi. C'était ça aussi. C'est un problème de concentration comme on a pu l'avoir à ma vie aussi à un moment donné. Et moi, là où je le critique le plus, c'est sur ce... C'est pas que le centre, c'est aussi à quel moment il fait le centre, comment il amène la balle pour centrer. Je trouve qu'il est un peu stéréotypé dans sa façon de jouer. Il l'est. Je pense qu'il faut qu'il progresse dans sa technique de centre, mais aussi dans comment il réfléchit le centre. C'est où sont les joueurs, comment les appels vont arriver, est-ce que je centre maintenant en enroulant, est-ce que j'essaie d'aller jusqu'à la ligne pour centrer en retrait. C'est ça, c'est là-dessous il faut qu'il progresse. Mais il a un super état d'esprit. Il vient d'avoir 28 ans, c'était son anniversaire. Je vais pas le défoncer aujourd'hui. Moi, je veux juste qu'il progresse là-dessus, qu'il soit décisif. S'il est décisif, c'est un joueur hyper intéressant pour l'OM parce qu'il peut jouer à 2 postes, qui court dans tous les sens, qui a un énorme volume de jeu. Infatigable.
Non mais je suis d'accord. En fait, je suis vraiment d'accord avec toi, notamment sur les centres où on nous a fait hurler, c'était contre Angers, je crois, où il en fait 1 milliard n'importe où. Mais le truc, moi, que j'ai un peu ressenti, et peut-être que je me trompe, mais c'est que j'ai l'impression qu'il a pris plus d'épaisseur dans son rôle de leader dans le groupe. Bah, il a eu le brassard là, l'autre jour. Ouais, mais justement, tu peux avoir le brassard et faire n'importe quoi, mais non, quand il a eu pas n'importe qui, le brassard, tu vois, notamment à Lyon, à un moment, il va discuter auprès de l'arbitre, et je trouve qu'il va bien discuter auprès de l'arbitre, c'est-à-dire qu'il lui crie pas n'importe comment, il insiste un petit peu, il met sans... Mais est-ce que c'est pas encore un truc à mettre au crédit d'André Villas-Boas? Ouais, je pense que Rudy Garcia, te laisser parler, Rudy mais Garcia l'a placé un peu à ce poste-là, etc. Mais on sent que Villas-Boas, il a créé un état d'esprit de groupe. Les mecs, ils sont super bien, ils sont super contents de jouer ensemble. T'imagines la confiance qu'il lui donne au poste où il le met, à chaque fois, il bouge. Il doit avoir une discussion en interne, c'est obligé. Je veux dire, Sarr prend plus de responsabilités dans le jeu. Ouais. Après, voilà, le problème dans le jeu, c'est que ça se termine mal. Qu'ils finissent mal, non, mais il profite je veux dire, il prend plus de ouais. responsabilités. Ouais. C'est un joueur qui, quand tu es entraîneur, tu as un joueur comme ça dans ton effectif, crois-moi que c'est que du bonheur. Hein. Ouais, il joue ailier droit, il joue arrière gauche, il joue arrière droit, il joue milieu droit. Il est capable de jouer de partout. Et surtout, il ne rechigne pas aux efforts. Je veux dire, voilà, il va vite. Ça c'est aussi une importance. Je veux dire, pour un collectif, d'avoir des joueurs comme ça, qui se mettent je veux dire, au diapason de l'effectif, je crois que c'est le bonheur. C'est le bonheur pour un coach. Voilà. Alors, on revient sur le 11. Donc, on avait dit Sakai à droite. Et toi, donc, tu mettrais Sarr à droite, ailier droit. Oui, pour moi, c'est le meilleur à ce poste actuellement. Au milieu de terrain, on n'en parle pas. C'est donc Camara, Sanson, Rongier. Même Camara, je voulais dire quelque chose. C'est un gros travail de Villas-Boas parce qu'en début de saison, il a dit je ne veux pas le mettre au milieu de terrain. Parce que lui, il veut jouer 5. Ça veut dire qu'il a dû beaucoup discuter avec lui pour qu'il accepte de jouer 6. Et qu'il ait atteint ce niveau-là. Aujourd'hui, je le trouve meilleur en 6 qu'en 5. Hein. Il est impressionnant. Et il a même accepté un peu, parce que la dernière fois qu'il en a parlé, je crois que c'était en zone mixte, où il a dit non, moi je suis content aussi de jouer au milieu, j'apprends plein de choses. Donc même Camara a un peu évolué, alors qu'au début de saison, quand il commençait à jouer à ce poste-là, qu'il avait été bon face à Lyon par exemple, il disait non, moi mon poste ça reste défenseur central. Là on sent qu'il évolue et qu'il dit qu'il est ouvert à jouer à ce poste-là et qu'il prend du plaisir à jouer à ce poste-là. Bon, puis Rongier, on le met titulaire parce qu'on l'a mis premier buteur du match. Donc, s'il est moins bien, logique qu'il soit titulaire. Là, tu joues un match par semaine maintenant. Après, il mérite aussi. Tu vas plus faire tourner là maintenant. Tu joues un match par semaine. Et donc, en attaque, Benedetto dans l'axe et Payet à gauche. Et donc, Saïdou mettrait Sarr à droite. Est-ce qu'on pourrait mettre Valère Germain, parce qu'il a fait un but, une passe décisive. Aussi. Mais après, si tu changes la percussion sur un côté, de la vitesse, comme j'ai dit, c'est Bounassar qui a ça. Après, il a cette vitesse, il a cette percussion, à la différence de Germain, qui a été bon, qui ne démérite pas. Sur Nantes, ils vont peut-être jouer bloc bas et tu vas peut-être retrouver dans la position d'être l'équipe qui a la possession de balle. Et est-ce que dans ce cas-là, pour jouer dans les petits espaces, est-ce qu'il te faut de la vitesse? Et ça, je trouve qu'il est moins bon en poste d'ailier face à un bloc bas, et il est meilleur en partant de plus loin et en arrivant à lancer. Est-ce que notre profil peut être intéressant? Moi, Germain allié, j'ai un peu de mal, parce que c'est vraiment pas son poste, et il n'a pas de vitesse, il n'a pas de dribble. Il peut faire des bonnes passes, il est intelligent, mais il a pas les arguments d'un ailier. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre, si la configuration du match est bien celle qu'on attend, c'est-à-dire un bloc bas, est-ce qu'on met pas plutôt Sarr à droite, parce que Sarr va quand même nous apporter sa percussion? Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, l'OM, de jouer contre un bloc bas ici au Vélodrome. Mais justement, mais est-ce que c'est pas mieux de mettre Sarr arrière droit et de mettre, je sais pas, un autre mec, peut-être Valère Germain qui sera dans la surface de réparation. T'as moins le choix, là, avec l'absence de Radonjic, ça te limite les choix offensifs. T'as Lopez, Germain et Sarr. Ake. Mais Ake, plus parce que peut-être aussi qu'à gauche, quand on avait Idriss ici qui l'a beaucoup vu jouer, qui nous disait son poste c'est vraiment ailier gauche. Donc quand il est rentré ailier gauche à Lille, il a été très bon. Donc peut-être aussi que vu son jeune âge, etc., lui ils vont peut-être mieux le faire entrer ailier gauche. Si tu mais tu peux mettre Payet à droite, hein. Ouais, ou tu peux mettre Payet à droite et Ake. Non, mais faut pas le griller, comme on a dit, faut pas le griller. Moi, je pense que je vois la compo en fait, je vois très bien. Je suis d'accord avec toi. Classique, Sakai à droite, Sarr ailier droit, et en cours de match, sortir Sakai, faire descendre Sarr, et tu peux rentrer Ake, décaler Payet, tu peux faire un truc comme ça. Faire rentrer Germain pour, selon le scénario du match. Mais effectivement, je pense qu'il va faire du classique. Maintenant, il n'a plus qu'un match par semaine. Et on attend. La gérance. Et de toute façon, il ne fait pas beaucoup tourner. Hein. Non, il fait pas déjà, beaucoup tourner. Il fait beaucoup tourner. Là, il ne va plus du tout faire tourner, à mon avis. Et puis là, c'est au Vélodrome. Tout le monde attend une grosse victoire de l'OM. Et moi, j'attends plus de jeux, en tout cas.
Et justement, moi aussi j'attends plus de jeux, mais sur ce match-là, j'ai très peur parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup vu jouer Nantes. Tiens, je me rappelle aussi un Nantes-Bordeaux. Quel match fabuleux. Fabuleux, vraiment, c'était extraordinaire. Bon, après, Nantes est réduit à 10 juste avant la mi-temps, etc. Mais du jeu, mais ça... Bordeaux, ils font rêver cette saison. Festival, et moi j'ai très peur d'un match ennuyeux parce que voilà, si l'adversaire ne va rien te laisser et qui va jouer bloc bas avec Palois qui va mettre des taquets. Ouais, mais après, tu te dis, tu vois, t'as Payet qui revient, t'as Benedetto qui est en confiance, qui vient de marquer. Ça peut. Ouais. Si Nantes prend un but vite, ça va aller vite. Hein. Quand Valentin Rongier va mettre sa reprise de volée, premier buteur du match, cote à 16. Le plus dur dans cette rencontre, c'est le premier but. Ouais. Parce que si tu marques assez rapidement, le jeu va complètement changer. Les Nantais seront obligés de sortir plus rapidement, essayer de revenir au score. Et là, ça va donner beaucoup de possibilités. Maintenant, l'OM est habitué aussi à jouer contre des effectifs, notamment au Vélodrome, avec bloc bas. Donc je pense que l'intelligence, la stratégie de Villas-Boas, bon, on laisse beaucoup de fleurs, mais c'est la vérité parce qu'il nous a prouvé qu'il était capable de trouver des solutions. Moi j'attends plus de pressing, chose qu'on voit moins en 2020. Là il n'y a plus qu'un match par semaine, j'espère qu'ils vont nous battre ça. Je veux qu'ils aillent faire du pressing, je veux qu'ils agressent. Voilà, pour faire du pressing, il faut que les mecs relancent. Quand tu as Olivier Dalloglio en face, qui lui est un apôtre du beau jeu pratiquant, et lui tu peux aller le presser parce que ces joueurs ils vont essayer de relancer, ils vont prendre des risques. C'est sûr, si Palois il balance que des saucissons sur Palois il balance des saucissons. Ne faites pas passer l'équipe de Nantes comme une équipe de haut niveau aujourd'hui. Exactement, parce que Palois, j'ai rigolé lui. C'est un très bon joueur de première division, non, mais justement, il a beaucoup de difficultés quand même dans le jeu. Justement, c'est que tu vas pas pouvoir le presser parce qu'il va dégager des longs ballons. Tu vas couler un attaquant sur lui, il va faire des fautes constamment parce que c'est un joueur qui fait énormément de fautes. Et ça peut être intéressant parce que ça peut se débloquer aussi sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'on n'y pense pas assez souvent. Aujourd'hui, dans le football moderne, les coups de pied arrêtés, c'est l'arme favorite des grandes équipes. Avec le but de Tchalé-Tatsar que tu as annoncé. Que j'ai annoncé, qui marquera d'ailleurs. J'espère qu'il y aura un peu de variation sur les corners parce que, mis à part les ballons pour Rongier, la reprise de volée et au premier poteau, on voit pas trop d'autre chose. Ouais, mais si on avait marqué. Ouais, mais bon, j'aimerais bien une troisième possibilité, quoi. Si on avait marqué sur ce genre de situation. Aujourd'hui, on ne discuterait plus de ça. Germain, il a failli. Le but de Germain face à Lille, c'est sur un corner premier poteau. Et franchement, en fait, Rongier, parce que maintenant, on s'en moque un petit peu, etc. De dire il rate beaucoup, mais souvent, ils étaient bien joués ces reprises de volée là sur corner. Si ça rentre pas, putain, si c'était rentré, il serait peut-être à 10 buts, quoi. Depuis. Je pense que après, c'est un des joueurs qui a eu le plus d'occasions à l'OM. Mais ouais, en plus, là il commence à mal les jouer, mais justement au début il les jouait bien, mais il n'a pas eu la réussite. Et je pense que ça doit être. Il a dit qu'il a un blocage dans la tête. Mais c'est normal. T'imagines le nombre d'opportunités qu'il a eu, et notamment le dernier pénalty du côté de Lille, il n'a pas marqué. McBaignan l'arrête. Obligé que tu gamberges. C'est obligé. Après dans le jeu il gamberge moins. Mais c'est dans la finition. Oui, c'est dans la finition. C'est simplement. Alors, ce qu'on nous souhaite, c'est qu'il marque rapidement. Alors là, je pense que quand à 16... Non mais il a une bonne frappe en plus, Rongier, de base. Mais super frappe. Mais Sanson et Rongier, il faut qu'ils fassent... il faut qu'ils se prennent 10 ballons là, et après chaque entraînement, il faut qu'ils fassent des frappes. On a besoin de ces milieux offensifs, dans ce triangle à pointe basse, que ces deux milieux qui vont chercher la percussion vers le but adverse marquent plus souvent. On a besoin de ces joueurs-là. Ils y sont dans la zone de vérité. C'est ce qui fera la différence. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, Attends, classement, tout ça là. Classement, vas-y, donne-nous le classement, Ryan. Heureusement que Nicolas est là pour nous rappeler tout ça. Donc, on voit. Avant cette 26e journée, on voit, l'OM, ils ont clairement fait un gros trou, 11 points d'avance sur 3e, c'est quand même énorme. Et tu te dis que tu peux encore aggraver ce classement parce que, comme tu le dis si bien depuis un moment, les autres équipes elles vont encore perdre des points, quoi. Ah ben oui. Non, mais moi je vois bien, moi je suis optimiste pour la victoire face à Nantes. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué dans le jeu parce qu'on va avoir cet adversaire là qui va être football champagne. Ils sont pris 9 buts en 5 matchs. Ouais, c'est pas rien. Mais par contre, moi j'imagine bien l'OM s'imposer. Hein. Parce que il y a Rennes, on l'a vu un peu dans les paris. T'as les matchs de voilà. Voilà, donc par rapport au match, mais moi après j'attendrai du beau jeu, mais surtout après ce match-là en fait à l'OM, parce que ce match-là je le redoute. Non, parce on va regarder un peu les autres matchs. Dans les poursuivants, tu vois, Monaco, on peut considérer comme un poursuivant, mais même lointain, qui va à Dijon. Moi, c'est pas simple. Ils vont pas Lille,
Normalement, c'est le plus facile. Oui. Parce que même si ils tentent de survivre, à mon avis, ils sont déjà morts, Toulouse. Surtout qu'ils ont eu 2 suspendus, là, le dernier match. Oui. Ouais. En plus. Après, Rennes, Deux cartons c'est rouges. pas simple face à une équipe qui retrouve un peu la forme. Les poursuivants, ils sont pas au mieux non plus. Et Lyon, ils gagnent pas à Metz pour moi. Lyon, c'est un Metz, match c'est nul. compliqué. Je vois un match nul. Ouais, c'est- Mais c'est quoi Lyon, tu vois, on l'a même pas mis dans le combiné, c'est plus, Moi, plus un J'avais mis concurrent. match nul à Metz dans mon combiné. Oui, donc, Donc ils auront en tête aussi le match de... Ah non, c'est la semaine prochaine qu'ils jouent en Ligue des Champions. Oui, c'est la semaine Ça, prochaine. ouais. Face à la Juve, donc La Juve, j'espère qu'il là est aussi c'est... Voilà, Ouais, non, mais Ils ont dans tous les cas, Lyon, c'est moins 18, quoi, donc voilà. C'est interdit au moins de 18. C'est quoi la température, moins de 18 ou... Je sais plus si la température ou le nombre de points de retard qu'ils ok, ont sur le d'accord. même. Faudrait vérifier, je sais plus. Ou alors ils doivent pas regarder la télévision de moins de 18 ans. Voilà, c'est... Ben, il a refait une numérologie, là, je sais pas si vous avez vu, il a fait un petit tweet, c'est un nouveau délire. Hein. Allez suivre Benjamin Courme sur Twitter, donc @benfcm. Il vous fait revenir votre femme si vous donnez sa date de naissance. Voilà. Aujourd'hui, on est très dans la magie noire entre les apôtres du beau jeu et la numérologie avec Benjamin Courme. On va s'arrêter là parce qu'on va bientôt atteindre l'heure de jeu avec cette émission. Donc voilà, on va te remercier, Saïdou, d'être Merci à venu. vous. Merci à vous. T'étais en vacances, donc voilà, tu pouvais venir. On te retrouve C'est un plaisir. On lui donne rendez-vous samedi à Je Fancam. suis là. à la Fancam, toujours présent. Jean-Charles, Merci à vous. content de ton retour. Tu vois, t'étais Ouais. un peu comme notre blessé, t'étais pas là et tout, tu manquais Je dans perds mon l'équipe. bronzage, hein, la petite semaine. je vous le dis. Et Jean-Charles t'était réclamé, hein. Yo, Jean-Charles, il vient plus, Eh ben, j'étais un peu sur le banc de touche, j'ai récupéré. Hein. Tu Tu vas pas sur le banc de touche. On a beaucoup travaillé. Tu On a fais jouer beaucoup les travaillé. autres, etc. Ouais, t'es- Moi, je suis collectif. Voilà. L'état Et d'esprit. c'est Nico, important. T'étais en collectif, stage, c'est t'étais en ça stage. aussi. J'étais en C'est stage, oui. aussi joueur collectif. Voilà, c'est toujours là. Ben n'est pas là cette semaine et c'est moi qui serai pas là la semaine prochaine. Voilà, parce que Ben, c'est un peu la star de l'équipe. Hein. Il se la joue un petit peu star en ce moment. C'est le présentateur vedette. Ouais, présentateur vedette. Il croit quoi que c'est Platini, ça y est, parce qu'il est assis à la table, hein, on va le gifler, nous. Hein. Tu sais, Salut Ben. On pense à toi. Allez, on se dit à lundi, à samedi même, donc devant le stade, comme l'a rappelé Nico, sur le parvis, on sera là pour la fancam. Et pour un débrief aussi. On sera là aussi pour le débrief, on sera là pour la conférence de presse d'après-match et on sera là lundi pour Débat Foot Marseille. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous et on vous donne rendez-vous très très bientôt. Voilà, abonne-toi et à bientôt.